sommes le jeudi 14 novembre 2024, ici Danick Julien. Voici votre bulletin d'information couvrant l'actualité de la région de Portneuf. Info, CJFR. La saison de motoneige de la grande région de Saint-Raymond-de-Portneuf est menacée. Nous ferons un retour sur la situation. La municipalité de Rivière-à-Pierre a un nouveau bâtiment permettant la mise en place d'une garderie municipale sur son territoire. La ville de Saint-Casimir reçoit un important soutien du gouvernement provincial pour ses infrastructures d'eau. Et finalement, nous faisons un retour sur la cérémonie du jour du souvenir de Rivière-à-Pierre. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Depuis l'an passé, les motoneigistes de la région et les propriétaires terriens de Saint-Raymond ont les yeux rivés sur la ZEC Vatican-Nelson qui, on se rappelle, avait instauré des tarifs de 125 $ par saison pour les motoneigistes qui souhaitaient s'aventurer sur le territoire de la ZEC. Cette nouvelle avait causé une véritable levée de boucliers des propriétaires terriens qui, depuis des années, acceptent le passage des motoneigistes sur leurs terres gratuitement. Ceux-ci désiraient et désirent toujours voir ces tarifs annulés, sinon le passage des sentiers de motoneige pourrait être compromis. L'an passé, la MRC de Portneuf est intervenue auprès de la ZEC Vatican-Nelson pour s'assurer temporairement que tous les Portneuvois puissent avoir accès aux sentiers de la ZEC. Un montant, on se rappelle, de 12 000 $ avait été remis à la ZEC Vatican-Nelson. Cette année, tout est à refaire et le dossier demeure instable. Lors du conseil municipal de Saint-Raymond de ce lundi, le maire Claude Duplain a dressé un portrait de la situation. Il déplorait notamment le fait que la ZEC avait pris cette décision unilatéralement sans consulter les différents partis impliqués, en plus du fait que les efforts de négociation soient très difficiles. Les voici à propos des frais de 125 $. La ZEC s'est toujours assis sur le fait qu'il y a une réglementation qui, elle, dit aux ZEC que toute personne pénétrant dans une ZEC doit payer un droit de passage. Ça, c'est dans la loi, et c'est là-dessus que la ZEC s'est assise pour dire « nous, on ne reculera pas parce qu'on est obligé de le faire ». Une chose que le ministre me dit, parce qu'en essayant de trouver des solutions, il dit vous savez que la ZEC, là, c'est 125 $ qu'il voulait charger l'année dernière. 125 $ qu'il chargera cette année. Le ministre m'a affirmé que la ZEC n'était pas obligée de charger le 125 $. C'était pas un montant déterminé par le gouvernement. Dans son allocution, le maire de Saint-Raymond a rappelé que son administration était impliquée, comme le secteur économique de la motoneige est en péril. Plusieurs commerçants ont besoin que les pistes soient ouvertes pour demeurer rentables. L'économie de la motoneige n'est pas là cet hiver, ce sont des commerces. Pour avoir parlé aux commerçants, ce sont des commerces qui vont mettre la clé dans la porte. Et ça, on va se battre contre ça. Ça, je peux vous le dire. On a commencé, ça fait 1 an qu'on travaille. Vous allez dire c'est long? Oui, c'est long. Quand vous parlez à quelqu'un et qu'il ne veut pas s'asseoir avec vous, okay, c'est toujours long. Et c'est le cas qu'on a à vivre, parce qu'on a de la misère quand on parle on a de la misère en fait, on a de la misère, on n'est pas capable de rencontrer le conseil d'administration de la ZEC Vatican-Nelson.
Lors de la séance du Conseil, des citoyens se sont questionnés sur la loi qui demande aux ZEC d'établir un tarif. Ils se demandaient si le gouvernement pouvait l'annuler. Voici un extrait. C'est sûr qu'on ne réglera pas tout cette année, c'est impensable. Y a-t-il moyen de demander un moratoire de 2 ans, le temps qu'on étudie tout l'impact de cette décision-là? C'est ce que j'ai demandé au ministre. J'ai pas demandé 2 ans. J'ai demandé cette année, pouvez-vous dire Et tu vois, c'est des choses dans lesquelles un ministre ne s'embarquera pas parce qu'il y a une loi. Okay? Et un ministre ne pourra pas dire le contraire à un groupe, ce qu'une loi dit de faire. Donc, il faut qu'il change la loi. Il peut pas... ça se tient pas politiquement. De dire, la loi... Non, j'ai demandé. OK. C'est carrément la réponse qu'il m'a donnée. Je ne ferai pas ça. C'était mon... Puis pour avoir fait de la politique un peu, je comprends que c'est un peu comme le nombre de téléphones que j'ai, parce qu'un citoyen a un problème avec une réglementation de la ville, et le citoyen m'appelle et dit « Monsieur le maire, tu peux-tu faire de quoi? » Ça serait la même chose. Je ne peux pas dire non, occupe-toi-en pas, même si t'es hors la loi, occupe-toi-en pas, je ne peux pas faire ça. Claude Duplain est catégorique, il faut une autre solution temporaire dans ce dossier cette année, comme la seule manière de régler réellement le problème est liée au ministère et des démarches de ce genre prennent du temps. On a besoin d'une solution encore temporaire pour avoir du temps pour réussir à régler le problème, parce que le problème va se régler pour régler le problème permanent, ça va se régler avec le ministre, avec un projet de loi. Ça, on ne peut pas en déroger. Là, il y a une chose qu'on est en train de vérifier, c'est que dans le projet de loi, c'est que le gouvernement donne le mandat à une ZEC de s'occuper du territoire. Okay? C'est un mandat qu'il a par la loi, okay, du gouvernement. L'entente qu'il y a entre le gouvernement et la ZEC, c'est ce que je ne suis pas capable d'avoir non plus, après l'avoir demandé. Je veux avoir cette entente-là pour savoir qu'est-ce qui est conclu exactement, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'il faut jouer là-dedans. Comme le dossier est toujours en développement, il n'y a pas été possible de planifier des entrevues avec les différents acteurs impliqués. Nous suivrons le dossier dans les prochaines semaines. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé le mardi 12 novembre dernier une aide importante pour la qualité de l'eau de Saint-Casimir. En effet, depuis longtemps, les citoyens du rang Saint-Anne de la municipalité doivent vivre avec des défaillances du système. Pour recevoir de l'aide du programme Primo, il faut que les dossiers soient étoffés. Voici Vincent Caron. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que la municipalité, les élus et puis aussi les gens qui travaillent au sein du conseil, les gens qui travaillent au sein de l'administration municipale travaillent bien et montent bien les dossiers. Ça fait toute la différence, parce que ceux qu'il faut convaincre, ceux et celles qu'il faut convaincre, ce sont les fonctionnaires du ministère qui analysent en fonction des règles du programme, voir si ce qui est proposé est cohérent avec l'énoncé du programme. Donc, eh bien, aujourd'hui, c'est la démonstration que Saint-Casimir a bien fait ses devoirs, j'allais dire, et obtient une aide du gouvernement. On le sait aussi, hein, c'est difficile pour les plus petites municipalités de faire face au vieillissement des conduites d'eau d'aqueduc ou des conduites d'eau usée. Et sans l'aide du gouvernement, bien, j'imagine que ce serait extrêmement compliqué de pouvoir réaliser des projets. Le député s'est réjoui du fait que la municipalité pourra rénover ses infrastructures d'eau pour son rang mesurant plus de 2 km. Dans le rang Sainte-Anne, je sais que c'est environ 2,5 km, me dit. Je pense que le rang fait 2,5 km et puis c'est tout le rang qui est couvert par la rénovation de la conduite, donc à peu près 2,4. Non, et pour une aide financière, excusez, entre 2,5 de longueur et 2,4 millions de dollars d'aide financière, voilà où je me mêle un petit peu. Donc très heureux d'annoncer en son nom une aide de 2,4 millions de dollars.
Les résidents du rang Sainte-Anne ont vécu avec plusieurs problèmes en lien avec les infrastructures d'eau. Voici les explications de la mairesse Lise Baillargeon. Ça représente un projet total de 3 236 000 quand même, là. Alors, la contribution du Primo s'élève à 75 % pour le 2 425 000 dont on parlait. Alors, c'est très important pour nous. Et on peut dire que les citoyens du rang Sainte-Anne ont été extrêmement patients d'avoir de l'eau avec des... Moi, je dirais ça. Des résidus. On a fourni des fils et tout ça, mais finalement, c'était insuffisant. Donc, on a réussi, grâce évidemment à l'aide du Primo. Comme vous voyez, c'est un projet d'envergure de tout remplacer les conduites pour pouvoir alimenter ces gens-là du rang Sainte-Anne sur 2,5 km. Mais ça va être un investissement qui en vaut la peine. Je pense que de nos jours, une eau claire et limpide est de mise quand on a un système municipal. Alors, voilà. Alors, les travaux. Là, dans le moment, on est dans la caractérisation des conduites. On fait une analyse, on attend le rapport d'analyse. Une fois qu'on aura ça, on sera en mesure de faire l'appel d'offres après les fêtes, probablement, pour que les travaux puissent s'exécuter après les gels, soit vers la mi-mai. Puis on estime que la durée des travaux va être environ 1 mois. Une quinzaine de résidences sont desservies par le réseau d'eau du rang Sainte-Anne, dont 2 fermes très importantes pour Saint-Casimir. Des citoyens sur place ont pris parole lors de la conférence de presse et ont confirmé que l'eau était en constante avis d'ébullition depuis des décennies. La situation s'était par contre aggravée lors de la mise en place de la nouvelle usine de filtration d'eau de Saint-Casimir. Bien, le problème s'est aggravé après, d'après ce qu'on m'a dit, là, puis vous me corrigerez, après l'usine, parce que l'eau de l'usine est tellement claire, tellement propre, qu'elle cause l'amas de résidus dans les tuyaux. Saint-Casimir a dû effectuer un emprunt pour payer sa part des travaux. La Sûreté du Québec organisait ce matin, jeudi, une opération du service des enquêtes sur la contrebande. Des perquisitions en lien avec les cannabis illicites sont survenues dans le secteur de Donnacona et Cap-Santé. Ce matin, 4 personnes ont été interpellées. Il s'agit de 2 femmes âgées de 26 et 32 ans, ainsi que de 2 hommes de 32 ans. Un nombre de 4 perquisitions sont en cours, donc ont débuté ce matin dans 2 résidences situées à Donnacona et à Cap-Santé. Un commerce également situé à Portneuf, un lieu d'entreposage à Donnacona, en plus d'un véhicule. L'opération a mobilisé une trentaine de policiers, dont des enquêteurs, des techniciens SIJ et des maîtres chiens de la Sûreté du Québec. Au retour de la pause, on vous présente la future garderie de Rivière-à-Pierre. Restez des nôtres. Hey Max! Hey Nab! Yeah! C'est super! Alors, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est maintenant commencée? Oui! Alors, on vous attend les lundis soirs du 30 septembre au 9 décembre prochain. Cependant, on va prendre une petite pause le 14 octobre pour l'Action de grâce ou la chasse. C'est selon! Donc, on vous attend en grand nombre Au cinéma Alouette à 19h et ce, gratuitement! Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Lépris, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Blouin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable.
Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. La municipalité de Rivière-à-Pierre tenait ce lundi une conférence de presse au 600 rue principale. Il s'agit de l'emplacement exact de sa future garderie située dans un bloc à logement qui est maintenant propriété de la municipalité. Depuis plusieurs années, il n'y a plus de garderie dans la municipalité, ce qui complique la vie des jeunes familles en place et aussi de celles qui voudraient venir s'installer à Rivière-à-Pierre. Voici le témoignage d'une maman de Rivière-à-Pierre à ce propos, Camille Borgia. Oui, on est obligé de monter à Saint-Raymond matin et soir, 1 heure le matin puis 1 heure le soir pour aller porter ses enfants à la garderie. C'est beaucoup de voyagement, surtout qu'aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, c'est que les mamans travaillent. Donc, on n'a pas le choix d'aller travailler, mais il faut aller porter les enfants à la garderie. Donc, c'est sûr qu'avoir une garderie à Rivière-à-Pierre, bien, ça faciliterait beaucoup les choses. Puis, bien, ça donnerait peut-être l'envie aux mamans de travailler. Donc, c'est ça. La directrice adjointe du CPE, le Kangourou de Pont-Rouge, Geneviève Leclerc, était sur place, comme c'est son CPE qui permet la mise en place du service. La voici concernant les détails du projet. Donc, en fait, c'est un service de garde, dans le fond, en communauté qu'on appelle. Donc, c'est un projet pilote qui se trouve à, dans le fond, offrir aux citoyens une place, dans le fond, pour 6 ou 12 enfants. Dans ce cas-ci, ici, c'est approuvé pour 9 enfants qui pourront être reçus éventuellement. Donc, une RSGE avec une assistante. Et c'est pour, en fait, c'est en collaboration avec les villes, les municipalités, pour offrir des places rapidement dans le réseau. Donc, beaucoup moins coûteux, par exemple, qu'une installation ou une installation qui est plus coûteuse. Même si le local est prêt et disponible, il n'est pas possible pour le moment d'ouvrir la garderie. Comme l'employé n'a pas encore été désigné, cependant, le processus est en cours. Voici à nouveau Geneviève Leclerc. En fait, on est en processus de reconnaissance avec une requérante actuellement. Elle est allée à la première étape, donc elle a reçu les documents qu'elle doit remplir. Puis suite à ça, en fait, on va la convoquer en entrevue et suite à l'entrevue, on pourra confirmer si ou non c'est une bonne requérante, une bonne éducatrice pour... Les parents qui voudront inscrire leurs enfants à la garderie devront passer par le site web de la place 05. Ils auront l'obligation d'être inscrits par la place 05. Cependant, c'est la RSGE qui va pouvoir sélectionner sa clientèle. Donc là, je sais que la municipalité avait des noms déjà à lui suggérer qu'il avait pris en note. Et dès que la RSGE sera trouvée, à ce moment-là, il y aura une possibilité que la ville transfère les noms à la personne et que les parents contactent la personne. Desjardins a été partenaire du projet avec un soutien financier important pour mettre à jour le bâtiment. Pour en faire une garderie, voici la mairesse Danielle Ouellette. Il faut dire que ça fait 3 ans qu'on travaille fort. On avance, on recule de 2 pas, on y retourne, mais là, on est rendu à l'étape finale. Alors, les sous de Desjardins ont servi à réaliser le parc qui est à côté, refaire le tour de la galerie qui n'était pas conforme. Et il y avait aussi un petit souci au niveau du sous-sol où il y avait de l'humidité. On a rajouté des calorifères et tout ça pour une valeur de 10 000 $. La mairesse de Rivière-à-Pierre a d'ailleurs discuté avec moi afin d'expliquer l'importance du projet ainsi que ses particularités. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Danielle Ouellette. On est présentement avec Danielle Ouellette, mairesse de Rivière-à-Pierre. Bonjour. Bonjour. Belle nouvelle pour Rivière-à-Pierre, garderie qui, les locaux sont prêts. On attend seulement la personne ressource pour démarrer les activités d'un service très important dans votre municipalité. C'est très important. Si on veut accueillir des jeunes familles, bien, ça prend une garderie. Je donne un exemple. L'année passée, une de nos industries, il y avait un limeur et lui, il avait une garde partagée, bien, il a dû laisser son travail parce que la semaine qu'il avait son enfant, il n'y avait plus de garderie à Rivière-à-Pierre. Donc, c'est très important. Si on veut attirer des jeunes familles, ça nous prend une garderie. On a une école extraordinaire avec des professeurs extraordinaires, mais la garderie manquait.
après plus de 2 ans et demi de travail acharné à trouver un local, on a enfin trouvé ce local-là. Il est prêt. Grâce à Desjardins, on a été capable de faire les rénovations tout de suite pour ouvrir, comme le parc, le tour du patio. Et il manquait un peu de chauffage dans le sous-sol, on a fait ça aussi. Donc là, ce qui nous reste à trouver, c'est une ressource. Selon Mme Leclerc, il y a quelqu'un qui est déjà en processus. Donc, quand le kangourou va avoir fait son enquête et tout ça, si cette personne-là est correcte, voyez-vous, Mme Leclerc disait que peut-être pour le 1er janvier, on serait prêt à ouvrir la garderie. Et pour votre local, justement, ça offre une grande possibilité parce que la personne qui va vouloir travailler avec la garderie, qui est un peu considérée, oui, comme milieu communautaire, mais familial également, va pouvoir résider ici. Oui, c'est habitable, il est semi-meublé, tous les appareils électriques sont ici. Ça a été un don de quelqu'un de généreux, on la remercie d'ailleurs. Tout ce qui manque, là, c'est un set de cuisine, un set de salon, quelques menus frottins, si on veut, là, mais le logement, il est vraiment habitable. Mais par contre, il faudra penser que la personne qui va prendre la responsabilité de la garderie, si elle décide du jour au lendemain de ne plus garder, elle sera obligée de quitter. Parce que nous, c'est la municipalité qui assume le 3/4 des frais reliés à la garderie et ça va prendre une autre personne pour prendre la relève. Exact. Alors, de cette façon-là, vous garantissez justement avoir votre local permanent pour une garderie à Rivière-à-Pierre parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, il y en avait plus. Ça faisait au moins 3 ans, là, les dernières garderies où une petite qui ouvrait, fermait, puis tout ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est une garderie vraiment quelque chose de fiable, les gens peuvent se fier. Nous, on a une employée qui fait 2 heures par jour pour aller mener sa petite fille à Saint-Raymond. C'est contraignant un peu. Donc, à partir de janvier, si on a la perle rare, elle pourra bénéficier de 2 heures de plus par jour. Danielle Ouellette, mairesse de Rivière-à-Pierre, merci de l'invitation aussi. Ça me fait plaisir et je vous donnerai des nouvelles. Aussitôt que la clé sera dans la porte pour l'ouverture vraiment officielle, je vous appellerai. On sera là. D'accord. Merci. Lors de la séance de son conseil municipal de lundi, la ville de Saint-Raymond a été questionnée par des citoyens ayant reçu des lettres leur demandant d'arrêter de stationner leur machinerie lourde dans leur cour résidentielle. Ces citoyens sont donc propriétaires d'une entreprise qui œuvre dans le territoire de Saint-Raymond. C'est le service d'urbanisme de la ville de Saint-Raymond qui a transmis des lettres à plusieurs citoyens leur demandant de cesser l'entreposage de machinerie lourde. Voici ce que Claude Duplain avait à dire au sujet des plans d'urbanisme de Saint-Raymond. On a des plans d'urbanisme qui ont été faits, conçus il y a des années. Notre plan d'urbanisme correspond à ce que la MRC veut avoir. Et peut-être que dans le temps, on a accepté des clauses ou des plans d'urbanisme sans aller dans le détail. Avec le temps, je pense que et toutes les villes sont un peu comme ça. Il y a bien des règlements que les villes ne font pas respecter. Si on regardait là, à fond tous les règlements des fois qu'on peut avoir, il y en a qui sont complètement ridicules. Donc les villes se sont occupées ne les ont pas fait respecter, soit par manque de personnel, okay, par des territoires grands comme chez nous. Okay. Selon le maire, la ville de Saint-Raymond comprend le désarroi de la population. 4 personnes ont pris la parole lundi pour réagir à la lettre envoyée par la ville, dont l'entreprise Martin Gas Excavation. Nous, en tant que Martin Gas Excavation, puis je vais parler pour nous seulement, c'est sûr que c'est un stationnement seulement qu'on utilise à la maison. On n'entrepose pas de matériel. Même les pelles mécaniques sont rarement à la maison parce que ils sont chez des clients, puis c'est rare que Martin va faire un déplacement de pelle. Il va simplement les laisser chez les clients, puis après ça, aller chez d'autres clients. Donc, en grande partie, c'est les camions qui sont à la maison, des camions 10 roues. C'est sûr que quand on rentre chez nous,
personne ne peut voir du chemin qu'on a des camions à la maison. Quand on rentre dans la cour chez nous, tu peux même pas voir qu'il y a des camions qui sont stationnés. Les citoyens qui opèrent des petites entreprises ne désirent pas nécessairement s'établir dans des endroits plus adaptés comme le parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond, par exemple. Voici la réponse de Claude Duplain sur l'entièreté de la problématique. Donc, ma réponse aujourd'hui, c'est que la lettre que vous avez eue, elle reste là, mais on prend un moment de recul à Saint-Raymond pour regarder comment on va régler ce problème-là pour vous et pour bien d'autres, sans perturber l'urbaniste aujourd'hui et futur de la ville de Saint-Raymond. Merci. Et je vous suggère de ne pas vous en faire pour l'instant. Le premier salon du livre Pornevoix s'est tenu dimanche 10 novembre, au centre Donali de Donnacona. Le salon fut organisé par Mick Landry sous la présidence d'honneur de Léo Denis Carpentier. Philippe Papillon était sur place. Voici son reportage. Bonjour, mon nom est Mick et puis nous sommes ici au centre Donali de Donnacona pour la première édition du Salon du livre Pornevoix. Et puis nous avons pour la première édition un président d'honneur, nul autre que Léo Denis Carpentier. Salut Léo Denis, ça va bien? Ben oui, ça fait plaisir. Et puis toi, tu es nouvellement auteur depuis juillet. Oui, bien ça veut dire oui puis non. On va dire oui comme quand on dit, mettons, aux enfants. OK. C'est que j'écris depuis j'ai à peu près 13-14 ans. Oui. Mais j'ai jamais publié. Donc l'été dernier, le 3 juillet, j'ai lancé mon premier recueil de poésie. Il s'appelle Poésie éparse. Et là, ben, lorsque vous m'avez invité pour être président d'honneur, ça m'a fait plaisir pour la première édition du Salon du livre Pornevoix, c'est merveilleux. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en lire un petit extrait? Ah bien, certain. Je peux prendre, tiens, Entre chien et loup. Oui. Cette bête poilue, immobile dans cette lumière, ombre au pénombre. Dois-je l'appeler, l'amadouer, la faire mienne, docile et affectueuse? Dois-je la craindre, hurler au loup, cachée derrière le merisier, près de l'écorce? Elle joue, elle m'épie, prête à attaquer. Qu'en penser, entre chienne et louve? Tout d'un coup, la poésie, les contes, les récits aussi, entre chien et loup. Wow, bravo. Merci. Bravo. Et puis, toi, tu fais partie de la quinzaine d'exposants aujourd'hui. Et puis, c'est la première édition, mais l'année prochaine, on prévoit déjà une deuxième édition, deuxième dimanche de novembre. Date facile à se souvenir. Et puis, l'entrée est gratuite, ouverte à tous, ici à Donnacona. Alors, on vous invite à venir nous rencontrer et à venir entrer un peu dans notre monde intérieur, soit de poésie, de romans, de photos aussi. Oui. La Corporation de bassin versant de la Jacques-Cartier a dressé le bilan du passage des saumons dans la passe migratoire de Cap-Santé en 2024. Et selon la Corporation, le résultat est inquiétant. Dans le communiqué qui a été présenté aux médias, on peut lire que l'été 2024 a été marqué par une baisse préoccupante du nombre de saumons atlantiques remontant les rivières du Québec et que la Jacques-Cartier n'a pas fait exception. Alors que les montaisons enregistrées en 2023-2022 étaient au-delà des attentes, avec respectivement 434 et 567 saumons, le nombre de géniteurs ayant franchi la passe migratoire cette année est 3 fois inférieur aux prédictions.
Le 3 octobre, la passe migratoire de Cap-Santé a été officiellement fermée et avec un total de 100 saumons pour l'entièreté de la saison. Selon la Corporation de bassin versant de la Jacques-Cartier, il est certain que le phénomène global a affecté les populations de saumon atlantique et que des problématiques importantes se situent dans l'environnement océanique, incluant le golfe du Saint-Laurent, soit en dehors du bassin versant de la Jacques-Cartier en effet. Les données de l'année dernière dans les dizaines de rivières à saumon où il y a de nombreux géniteurs au Québec, dont la Jacques-Cartier, suggèrent que beaucoup de mortalité de saumonaux ont eu lieu lors de la migration en mer. Il était donc attendu en 2024 que le nombre de saumons géniteurs soit en dessous de la normale, mais la situation est plus préoccupante que prévu, avec un nombre de poissons bien plus bas dans la majorité des rivières. Malgré le fait que les données de la saison 2024 sont préoccupantes, la CBJC nous rappelle que la population de saumon est toujours bien résiliente. Elle rappelle donc qu'il est important de redoubler les efforts pour protéger le saumon dans les rivières québécoises. Au retour de la pause, on parle de la pièce de théâtre nommée « La vie des autres », créée par le théâtre Parmi nous et qui sera présentée à Donnacona jeudi prochain. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. La vie des autres, c'est une pièce de théâtre qui sera présentée jeudi prochain à Donnacona. Pour en parler, j'ai réalisé une entrevue avec deux des organisatrices, des partenaires du projet. Voici cette entrevue. La pièce de théâtre La vie des autres, de durée de 60 minutes, sera présentée la semaine prochaine à Donnacona, le 21 novembre à 10h30 à la salle Luc Plamondon. On se rappelle au 320 route de l'église de Donnacona. Pour parler de cette pièce-là, qui sera présentée gratuitement, j'ai Marie-Charles Nadeau de la table de concertation des aînés de Portneuf. Bonjour Marie-Charles. Bonjour, enchantée. Également avec moi, Myriam Côté du projet Super Voisin de Portneuf. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Charles, la pièce de théâtre La vie des autres, qu'est-ce que c'est et pourquoi on va l'avoir dans Portneuf? Bien, en fait, c'est une initiative qui est portée par la TOCMAP, en fait, la table des organismes pour contrer la maltraitance des aînés de Portneuf. Et on a décidé de présenter la pièce qui traite du bon voisinage. Parce qu'en fait, on veut sensibiliser la population, les aînés surtout, à l'importance de la solidarité, de la sécurité entre voisins. Parce qu'en fait, c'est une communauté qui est tissée serrée, qui encourage les comportements bienveillants. Bien, c'est un peu avec ça qu'on va réussir à briser l'isolement puis à augmenter la sécurité des gens qui sont vulnérables. Et la pièce, c'est assez... votre événement multigénérationnel, il va y avoir justement les personnes, les aînés qui vont pouvoir y aller gratuitement. Je crois que ça prend l'inscription pour pouvoir... Oui, en fait, c'est une pièce qui est offerte à l'ensemble des citoyens de Portneuf. Pour y assister, en fait, il faut simplement réserver sa place. Vous avez toutes les informations sur le site web de la table de concertation. On a, en fait, en première page, là, toutes les informations pour y assister. Une autre chose qui est intéressante, je vois que les jeunes de l'école secondaire de Donnacona vont être présents sur place. Ça doit être important là, pour vous aussi de mettre des initiatives d'aide entre voisins auprès des nouvelles générations? Bien oui, en fait, entre autres aussi, ça faisait partie du mandat que j'ai au sein de la table de concertation, là, de favoriser les activités intergénérationnelles. Alors, tant qu'à présenter la pièce à la salle Luc Plamondon, qui est comme adjacente à la polyvalente, bien, on a
invité aussi l'ensemble des secondaires 5 à assister à la pièce. Donc, comme ça aussi, bien, c'est un peu comme ça qu'on commence à constituer le filet social puis sensibiliser les ados à l'importance aussi de l'entraide. Alors, l'enjeu est important. Myriam Côté du projet Super Voisins. Vous êtes affilié au projet parce que, justement, de l'aide entre voisins, c'est un projet qui vous tient à cœur. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Oui, bien, vu que la pièce de théâtre parle du bon voisinage, ben quoi de mieux que les super voisins pour en parler? Donc, on s'est joint à la table de concertation des aînés et au réseau des éclaireurs aussi pour présenter une discussion intergénérationnelle sur après la pièce. Donc, les jeunes de secondaire 5 et les aînés intéressés à participer à cette discussion-là peuvent s'inscrire. Puis, on va faire un atelier discussion sur des questions relatives au bon voisinage et à la bienveillance. Puis, si vous voulez que je vous parle un peu plus des super voisins. C'est sûr et certain que c'était dans ma ligne de mire. Donc, les super voisins, le concept, c'est quoi exactement? OK. C'est un projet qui a été financé par la CADA, Québec Amis des aînés. C'est le comité Vas-y à Saint-Raymond qui est porteur du projet présentement. Puis, dans le fond, c'est de créer un réseau d'entraide entre voisins dans tout Port-Neuf. Fait qu'on veut remettre sur pied des bons services en voisinage. Ça peut aller, mettons, de déneiger, tourner la pelouse, offrir de l'aide pour des commissions, épicerie, transport, accompagnement. Donc, c'est ça. On est encore à la phase, on crée du matériel. Là, on va consulter les aînés parce que c'est un projet pour et par les aînés. Puis bientôt, ben, on va faire un lancement en janvier aussi. Là, de ce que je comprends, autant de ce que Marie-Charles nous a dit que vous, Myriam, vous voulez que les gens pratiquent la bienveillance. Donc, c'est le cas de présenter la pièce pour montrer qu'est-ce qui est possible de faire. Et en parlant de bienveillance, est-ce que en 2024, c'est assez bien inculqué dans les gens ici d'être là pour son prochain? Je ne sais pas, j'ai posé peut-être la question à Marie-Charles. Bien, en fait, je pense que c'est jamais assez. Je pense qu'il faut toujours essayer de maintenir ça, puis de sensibiliser les gens, puis qu'on comprenne que, surtout dans le cas-ci de la maltraitance, c'est qu'en fait, c'est pas directement en faisant de la bienveillance qu'on va juste comme solidifier le réseau, on va aller s'intéresser aux gens, puis c'est comme ça, en s'intéressant aux gens, qu'on va percevoir des signes peut-être de maltraitance et qu'on va pouvoir être alerte sur des situations comme ça. Fait qu'en fait, tout est dans tout. Il faut vraiment toujours maintenir l'intérêt pour son prochain si on veut vraiment que les choses changent. Donc, d'où l'importance de l'initiative que Myriam nous parle. Exactement. En pouvant créer plus de contacts, on arrive à créer un filet de sécurité là, auprès des aînés de la région. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Oui, puis c'est le fun parce que je pense qu'avec la table de concertation des aînés, on a déjà des outils qui sont très le fun. La navigatrice en gériatrie sociale, on a nos IPMAV. Mais là, avec le projet de super voisin qui se développe par le comité Vas-y, on va juste aller chercher la population vraiment autrement. Et oui, Myriam? Il y a plusieurs initiatives là, déjà pour la bienveillance dans Port-Neuf. Là, on a parlé beaucoup de la table de concertation des aînés avec les travailleurs de milieu de la gériatrie sociale, super voisin qu'on essaie de mettre sur pied. Puis il y a aussi le réseau des éclaireurs du CIUS, que c'est vraiment juste pour constituer une banque d'éclaireurs bienveillants qui vont prendre soin des aînés et des gens de la région. Myriam, on comprend que le projet Super Voisin sera présent pour la pièce de théâtre. Par contre, vous voulez encore vous faire connaître, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues là, au calendrier? Oui, là, la prochaine activité, c'est demain soir à Saint-Léonard-de-Portneuf, dans le sous-sol de l'église. On organise une soirée de jeux de société intergénérationnelle, toujours. C'est en formule apportez votre jeu et il y a un service de bar qui est fourni par le comité de requalification de l'église de Saint-Léonard, en collaboration aussi avec les loisirs de Saint-Léonard. Alors, l'important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que jeudi prochain, 21 novembre, il va y avoir la pièce de théâtre qui, le nom m'échappe. C'est La vie des autres. C'est en fait, ça a été une pièce qui a été créée par le théâtre Parmi nous, qui fait du théâtre d'intervention depuis plus de 20 ans. Donc, c'est ça. Donc, la présentation de la pièce La vie des autres par le théâtre Parmi nous. Présentation de, justement, on l'a dit tout à l'heure, la table de concertation là, pour contrer la maltraitance, en collaboration avec la table de concertation des aînés de Port-Neuf, le comité Vas-y par le biais du projet Super Voisin qui est impliqué. Je vous remercie. Je rappelle aux gens qui nous écoutent, c'est gratuit. Vous allez à la salle Luc Plamondon et pour s'inscrire,
On le fait comment? On contacte, en fait, vous avez tous les détails, soit sur la page Facebook de la table de concertation des aînés ou le site web Aînés-Portneuf. Mon Dieu, j'ai l'impression que je vais faire une erreur. Aînés-Portneuf.com. Marie-Charles Nadeau, merci beaucoup. Merci. Myriam Côté, merci. Merci. La ville de Pont-Rouge, en accord avec la ville de Donnacona, refuse l'accès à l'association de hockey mineur Pont-Rouge à son centre Joël Junot pour la saison 2024-2025. L'association de hockey Pont-Rouge aurait des problèmes majeurs de gouvernance, des lacunes en matière de transparence et de reddition de comptes vis-à-vis sa gestion financière. En conversation téléphonique avec le maire Mario Dupont de Pont-Rouge, ce dernier expliquait que la mesure ne toucherait pas le hockey lors des pratiques, par exemple, mais toucherait des tournois qui sont organisés par l'association et qui devaient se dérouler au centre récréatif Joël Junot pour le hockey mineur. Les pratiques et les matchs réguliers, comme je le disais, vont encore avoir lieu, comme ils sont régis par l'organisation des Diablos, qui, elle, demeure réglementaire. C'est une pression de la population, soit des parents de joueurs de hockey mineur de Pont-Rouge et à Donnacona également, qui a poussé les maires à intervenir. Pour ce faire, un mandat a été octroyé un vérificateur financier externe afin de s'assurer que les standards en matière de gestion financière sont respectés. Les organismes qui se voient déléguer par les deux villes la responsabilité de répondre aux besoins de la population par rapport aux activités de hockey, ce qui représente, on le sait, plus de 650 enfants. La MRC de Portneuf a apporté un soutien financier important au chalet d'Auvergne situé à Sainte-Christine d'Auvergne. Les chalets sont conçus par le professionnel en architecture Richard Tremp et son équipe. Ceux-ci sont construits selon plusieurs méthodes différentes pour les rendre les plus éco-responsables possibles, avec notamment la gestion de la chaleur. J'ai eu la chance de discuter avec lui. Voici cette entrevue. Ici Danick Julien, journaliste, présentement avec M. Richard Tremp au chalet d'Auvergne pour un projet qui se nomme Auvergne Laboratoire Vivant. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. M. Tremp, pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette initiative? En fait, c'est un projet que j'ai entamé il y a 4 ans, finalement en 2020, qui consiste au développement de systèmes innovants dans les bâtiments de type résidentiel pour essayer de développer, je dirais, des bâtiments plus résilients, des enveloppes qui répondent bien aux conditions climatiques qui sont de plus en plus contraignantes, on va dire, et aussi en termes de durabilité. Donc, c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans le courant là, du développement durable qu'on connaît actuellement. Et justement, pour rendre des bâtiments plus durables, quelles sont les choses que vous pouvez faire? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et en fait, il y a 3 phases dans le projet. Il y a 4 bâtiments qui ont été construits et à chaque étape, finalement, on définit un type de système constructif et on l'analyse. Quand je parle d'analyse, là, ça part des simulations, on développe les détails, on passe en monitorage, on construit et on suit par la suite avec des sondes un peu partout dans les murs comment se comporte l'enveloppe du bâtiment. Comment qu'on peut faire? Il y a beaucoup de systèmes constructifs qui sont en développement et c'est un petit peu justement en intégrant des systèmes qui sont plus isolants, plus performants. Présentement, on travaille beaucoup sur la question du stockage de chaleur. Comment qu'on peut mettre de la chaleur à l'intérieur de notre enveloppe pour conserver plus la chaleur, pas juste isoler nos murs comme tels. C'est tous des éléments qu'on travaille actuellement sur le projet de recherche. Dans le chalet dans lequel on se trouve en ce moment, j'imagine qu'il y a eu un processus de construction qui a été appliqué. Oui, c'est un processus qui est assez complet, qui est fait avec l'École de foresterie de l'Université Laval. En fait, c'est vraiment une masse thermique qu'on essaie de chercher à l'intérieur de cette enveloppe-ci, avec des matériaux qui sont plus denses que ce qu'on va mettre habituellement dans une enveloppe. Donc, c'est un peu, pas contradictoire, mais on cherche à isoler et on cherche à développer une masse thermique. Et on est allé en modélisation et on voit que les pertes de chaleur se font de façon beaucoup plus lente finalement qu'une enveloppe standard. Là, on va le voir en service finalement l'hiver prochain, qu'est-ce que ça peut donner. Et en terminant, parce que je sais qu'on va bientôt passer à la conférence de presse, il va y avoir des gens qui vont pouvoir venir vivre dans ce chalet-là quand même pendant la phase de projet?
Oui, absolument. En fait, le projet s'intitule Auvergne Laboratoire Vivant, mais les chalets, ce sont les chalets d'Auvergne. Donc, c'est vraiment des chalets locatifs à court terme qui sont offerts finalement depuis 3 ans. Il y a les 2 premiers chalets et celui-ci depuis l'été dernier. Les gens peuvent l'habiter. Et quand je parle de laboratoire vivant, c'est justement important parce que on est capable de mesurer en termes d'humidité, de température, comment ça interagit avec les usages à l'intérieur. Mais effectivement, c'est des pavillons locatifs, là, autant l'hiver que l'été. Monsieur Richard Trempe, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Le maire de Sainte-Christine d'Auvergne, Raymond Francoeur, et le préfet Bernard Gaudreault, également maire de Neuville, ont discuté de la pertinence de ce projet. Voici un extrait. J'ai travaillé très fort à ce que le dossier de Richard soit reconnu. La raison, c'est qu'on a besoin de développer de nouveaux systèmes de construction et Richard a vraiment mis la main à la porte pour faire ça. Puis ce qui est le plus important, c'est pas de l'avoir créé, de l'avoir fait. C'est de pouvoir instruire d'autres personnes, d'autres constructeurs à répéter la même expérience. Parce que c'est ça qu'on a besoin dans le fond. C'est pour notre environnement. À mon âge, je vais peut-être moins chaud à l'environnement que mes arrière-petits-enfants vont l'être. Parce que pour eux autres, ça va être ultra important. Je suis vraiment fier de ce que vous avez accompli et je tiens à remercier Raymond, mon collègue à la MRC, qui m'avait interpellé sur ce projet il y a quelques mois. Et vous savez que lorsqu'on a des projets que j'appelle distinctifs, c'est facile pour un élu de moins, en fait, l'apprivoiser et de sortir de notre zone de confort naturel. Bien, ça prend j'appelle des personnes aguerries et d'expérience, comme Raymond, pour s'assurer que le préfet a bien compris l'amplitude du projet. Merci, Raymond. Merci d'avoir persévéré. L'entreprise Pornevoise Artefacts Urbains est maintenant relocalisée à Saint-Marc-des-Carrières et a le vent dans les voiles. La MRC de Portneuf a annoncé un soutien de 100 000 $ à l'entreprise aujourd'hui grâce au fonds de la région de la capitale nationale, le FRCN. Artefacts Urbains s'occupe d'une panoplie de projets culturels dans la région et aussi dans la capitale nationale. L'équipe de Jeanne Couture travaille d'ailleurs avec le marché de Noël allemand de la ville de Québec cette année. L'entreprise est en pleine expansion et compte maintenant 26 employés et arrive à décrocher de gros contrats grâce, entre autres, à ses nouveaux locaux. Le maire de Saint-Marc-des-Carrières, Marion Leclerc, s'est dit profondément fier de cette subvention à Artefacts Urbains pour la ville, sa ville. L'entreprise est un véritable pôle entrepreneurial, culturel et favorise le développement économique. Pour parler de l'expansion d'Artefacts Urbains, j'ai eu la chance de discuter quelques minutes avec Jeanne Couture cet après-midi. Voici cette entrevue. La grande annonce pour Artefacts Urbains, c'est Danick Julien avec Jeanne Couture. Vous êtes la directrice générale d'Artefacts Urbains. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Très heureuse d'être ici. Une grosse annonce pour Artefacts Urbains aujourd'hui. Pouvez-vous nous en parler un peu? Absolument. Donc, aujourd'hui, on annonce officiellement notre déménagement à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, on est à Saint-Casimir en loyer. On a maintenant acquis un bâtiment commercial dans le parc industriel à Saint-Marc. Et on a fait toutes sortes d'aménagements qu'une subvention de la MRC et du FRCN a permis. Ça nous a vraiment donné un gros coup de pouce, cette subvention-là. Et justement, parlez-nous de vos locaux. Qu'est-ce que ça va permettre pour Artefacts Urbains? Écoute, déjà, nous, on a acheté le bâtiment le 4 janvier. On a fait les travaux pendant les derniers mois. Et dès le moment qu'on a pu avoir un bâtiment adapté, c'est un gros atelier, en fait, ce qu'on a ici. Puis ici, un espace d'entreposage. Dès le début, on a pu avoir des contrats qu'on n'aurait pas pu faire à Saint-Casimir, des contrats de fabrication majeurs. Notre plus gros contrat jamais obtenu avec l'entreprise a été obtenu dans les derniers mois grâce à notre atelier. Donc, ça a permis déjà de créer des emplois. Alors, on pense que, évidemment, là, la compagnie va vraiment prendre son expansion, va permettre une croissance dans les prochaines années, c'est certain. Et il y a même déjà des projets d'agrandissement tellement ça va vite. Et pour nos téléspectateurs, Artefacts Urbains a beaucoup de projets. On vous a vu à Saint-Uribe l'année passée. Vous avez le musée ambulant également. Sur quel dossier travaillez-vous en ce moment?
C'est ça. Bon, Artefacts urbains, dans Port-Neuf, on travaille sur Art et Saveurs, sur le Festival à banquet, ce qui est le prochain événement dans la région. Puis on partage les bureaux avec l'organisme Musée ambulant, comme tu le disais. Mais je dirais que le gros projet sur lequel on travaille là et qui va être installé dès la semaine prochaine dans le Vieux-Québec, c'est un parcours d'1 kilomètre, le parcours lumineux d'1 kilomètre, qui était complètement conçu, fabriqué, réalisé ici à Saint-Marc. J'ai engagé 8 personnes de plus là, à l'atelier pendant 3 mois pour ce contrat-là. On installe à partir de la semaine prochaine et c'est un contrat du marché Noël allemand. Ça va être à Québec. On va pouvoir le voir sur la Porte Saint-Jean, toute la rue Saint-Jean, dans le quartier Vieux-Québec, Petit-Champlain, pendant jusqu'au mois de mars, en fait. Donc, c'est vraiment une fierté locale là, que ce projet-là a été réalisé ici complètement. Jean-Luc Couture, merci beaucoup de vous être prêté au jeu de l'entrevue. Je vois que les gens arrivent, donc on va laisser place à la conférence de presse. Merci beaucoup. Merci. Le député Vincent Caron a remis mercredi soir la médaille du député à Mme Lucie Côté, que l'on connaît bien dans la région pour plusieurs choses, telles que son implication avec le relais pour la vie de Port-Neuf. Arthur Bordelot était sur place. Voici un montage du discours de Vincent Caron et la réaction de Lucie Côté à la réception de cette médaille. Comment et pourquoi est-ce qu'on met une médaille de député? Et en fait, c'est vraiment à la discrétion du député. Certains de mes collègues, je ne dis pas en abusent, mais moi j'ai décidé dès le début du premier mandat de ne remettre la médaille qu'à des gens que je considère d'exception et de ne pas en remettre trop finalement pour ne pas banaliser le geste. Donc aujourd'hui, c'est la démonstration de à la fois mon estime mais aussi mon affection à l'endroit de Lucie. Nous sommes ici rassemblés pour vous, Lucie Côté, pour vous honorer. Car votre dévouement extraordinaire dans la circonscription de Port-Neuf mérite toute notre reconnaissance. Originaire de Donnacona, résidente de Cap-Santé, vous vous impliquez dans la communauté portneuvoise depuis toujours, et ce, à de nombreux niveaux. Que ce soit par exemple dès votre plus jeune âge, à l'école, à l'occasion d'échanges étudiants, ou encore à la salle Luc Plamondon à Donnacona. Je sais également que vous êtes particulièrement investi dans votre travail à la garderie, où vous avez toujours de beaux projets. Mais surtout, pour votre engagement pour une noble cause que nous vous connaissons le plus et, que nous sommes pour laquelle nous vous sommes tellement reconnaissants. Cette cause, c'est celle de la lutte contre le cancer, et vous en avez fait un élément central de votre vie. Depuis maintenant plus de 15 ans, vous vous impliquez pour le relais pour la vie de Port-Neuf. Le relais pour la vie, faut-il le rappeler, c'est cet événement annuel de la Société canadienne du cancer où des participants de tous âges se relayent pour marcher toute une nuit parce que le cancer ne dort jamais. On rend hommage aux survivants, à celles et ceux qui nous ont quittés. On amasse de précieux dons pour faire avancer la recherche. Car dans notre vie, nous sommes toutes et tous concernés par cette terrible maladie qu'est le cancer. Je sais que vous avez vécu une telle épreuve lorsque votre fils Martin, qui s'est battu pendant plusieurs années, a malheureusement été emporté par la maladie à l'âge de 22 ans. Une épreuve qu'aucune mère ne devrait avoir à vivre. Mais de cette épreuve, vous avez tiré toute la force intérieure que l'on vous connaît pour faire la différence autour de vous, pour nous inspirer toutes et tous, pour semer l'espoir dans Port-Neuf, pour faire avancer la recherche, pour dire au monde que l'on va s'en sortir un jour. Et pendant 15 ans, vous avez été un porte-étendard de la lutte contre le cancer dans Port-Neuf. Une phrase qui a éclairé toute la région et qui a attiré à vous des centaines de personnes animées par cette même ferveur. Dans Port-Neuf, vous êtes la coordonnatrice du comité organisateur du relais pour la vie, la responsable de la logistique, mais je sais que vous préférez que l'on vous décrive tout simplement et avant tout comme une bénévole. Tout ce que je peux dire, c'est que j'essaie dans ma vie de faire du mieux que je peux, puis d'être le plus honnête possible. Puis je pense que vous le sentez, parce que c'était dit, c'est nommé. Puis des fois, je peux faire des erreurs, mais j'essaie de m'excuser. Quand je fais des erreurs, je m'excuse. Puis je peux me tromper. Mais sinon, merci, je suis ce que je suis.
rien inventé, c'est moi, puis c'est tout. Puis tant mieux si ça peut aider des gens. Merci pour cet accueil-là. J'ai vraiment été surpris de vous voir, là, sincèrement. C'est pas ça que je m'attendais. Merci d'avoir pensé à moi. Mais je suis pas une fille qui veut les honneurs. Je suis pas une fille qui cherche ça. Je veux être discrète dans ce que je fais, malgré que j'ai pas le choix des fois de prendre la parole. Mais sinon, ben, c'est tout. Merci. Merci à tous. Ce lundi 11 novembre se tenaient deux cérémonies du jour du souvenir dans Port-Neuf, l'une à Donnacona, l'autre en Rivière-à-Pierre. Pour Rivière-à-Pierre, c'est le vétéran Alain Guimont, ayant débuté son service dans les forces en 83, qui a assuré la position de maître de cérémonie. Les voici pendant la cérémonie du coquelicot. On porte le coquelicot à partir du deuxième vendredi avant de la fin d'octobre, avant le 11 novembre, pour se souvenir. C'est surtout avec la Légion royale canadienne. Puis, le 11 novembre, à 11h après la cérémonie, c'est là qu'on dépose nos coquelicots. Donc, à ce moment-ci, j'inviterai tout le monde à déposer votre coquelicot auprès de la couronne. Gaétan Saint-Laurent a d'ailleurs reçu, la municipalité de Rivière-à-Pierre organise, donc, comme je le disais, depuis plusieurs années, ces cérémonies lors du jour du souvenir. Il faut dire que l'ancien maire Gaétan Saint-Laurent, lui-même militaire, est toujours actif et a à cœur les activités de commémoration des anciens combattants. Voici un extrait. C'est une journée qu'on veut s'assurer que jamais personne va oublier les combattants qui sont décédés lors des conflits. On a à peu près 158 militaires canadiens qui sont décédés durant l'Afghanistan. On a environ 520 pendant la guerre de Corée. Je pense que c'est 45 000 environ la Deuxième Guerre mondiale. 67 000 environ pendant la Première Guerre mondiale. C'est du monde. C'est du monde là, qui sont partis de des petits villages comme ici, qui sont allés l'autre bord pour défendre la population. Quand on dit on défend notre pays, on s'est enrôlé pour notre pays. Notre pays, là, c'est toute la population. C'est pour vous autres. Oui, on aime ce qu'on fait, mais on le fait pour notre population. Puis quand il y a un militaire qui décède là-bas, là, c'est pas juste un militaire. C'est la famille, la conjointe, le conjoint, les enfants, tout ce monde-là qui souffre de ça. Nous ne pouvons pas parler de la cérémonie de Rivière-à-Pierre sans parler de Feu René Lamarche, un vétéran ayant fait sa vie et sa famille à Rivière-à-Pierre après avoir combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voici un extrait de la prise de parole de son fils Germain Lamarche lors de la cérémonie. Un soir, une journée, ils ont appris que le grand départ approchait. Fait qu'ils avaient suspendu toutes les sorties. Puis mon père, qui avait connu ma mère dans le temps un petit peu, dit à son sergent, son chef, en tout cas, moi j'aurais de quoi d'important à faire, de très important. Fait qu'il dit, je peux-tu avoir une permission? Il dit, je reviens aujourd'hui. Il dit, à minuit, si t'es pas rentré, t'es déserteur. Fait que ça, je pense que pour les gens des forces, un déserteur, ça veut dire beaucoup. Il a donné sa parole. Il dit, je vais être ici avant minuit, je te le promets. Fait qu'il a jumpé le train de Valcartier, il s'en allait avec plusieurs trains. Il a sauté en bas ici, à Rivière-à-Pierre. Il est allé voir ma mère, puis il a dit, si tu veux m'attendre, je pars pour l'autre côté, mais si tu dis que tu m'attends, je te promets que je reviens. Elle a dit oui, je vais t'attendre. Puis mon père a toujours tenu ses promesses, il est revenu. Non sans peine, avec beaucoup de souvenirs malheureux et heureux aussi avec ses compagnons d'armes. Alors, et lorsqu'il est revenu, en 45, vers la fin décembre 45 à peu près, il est revenu. Et un an plus tard,
Il s'est marié en 1946, le 30 décembre, un an après son retour. Au nom de CJSR, nous remercions les militaires et vétérans pour leur service. Alors, c'est ce qui complète le bulletin d'information. Merci à Luc, Tony et Philippe pour leur aide à la régie. Mon nom est Denis Julien et je vous souhaite de passer un excellent week-end.